Oui. Oui, merci pour votre exposé, c'était formidable. Merci. Ma question, c'est que le boson de Higgs explique la masse inertielle. Et vous savez, le boson de Higgs explique la masse inertielle. Vous savez que depuis Einstein, il y a toute une discussion autour de la masse inertielle et de la masse gravitationnelle. Oui. La masse inertielle, c'est la difficulté à déplacer un objet qui n'est attiré par rien du tout dans le vide, suivant qu'il a une plus ou moins grande masse inertielle. Et la masse gravitationnelle explique l'attraction qu'il y a entre deux masses gravitationnelles, donc cette attirance entre les deux masses. Donc le boson de Higgs n'explique qu'une partie, c'est la masse inertielle. Qu'est-ce qu'il explique à propos de la masse gravitationnelle? C'est une question intéressante. Je pense que là, j'ai pas de réponse absolue. Ce que vous dites est absolument juste. Il reste des questionnements importants à ce niveau-là. Il y a énormément aussi de débats philosophiques. Il y a des gens même au CERN qui essaient de voir si les antiprotons tombent au lieu de monter. Si ça se trouve, l'antimatière ne subit pas la gravité, mais l'antigravité. Après tout, on n'en sait rien. Donc il y a des gens qui regardent ça au CERN. Il y a une expérience importante au CERN en ce moment sur ce sujet-là. Le fait est que ce que je dis, c'est qu'on sait expliquer la masse et toute la masse. Ben, la masse de la totalité de tous les objets qu'il y a sur Terre est expliquée à partir des particules d'une part, et ensuite les neutrons, les protons. Et ça, c'est vraiment, pour ce qui est des protons et des neutrons, c'est d'ailleurs une équipe française de Marseille qui est impliquée dans ce genre de calcul. C'est vraiment un résultat majeur de ces 5 dernières années, en 2008, où on a réussi effectivement à partir de rien, sur un réseau qui représente l'espace-temps de façon un peu granulaire pour pouvoir faire des calculs. On réussit à générer la masse de protons avec une très grande précision. Donc ça marche très bien. Donc la masse de tous les objets, finalement, on sait l'expliquer. Ensuite, vous me dites qu'il y a une différence entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Je sais que la symétrie joue aussi un rôle extrêmement fondamental en relativité générale. On n'a pas de théorie qui permette vraiment d'avoir une unification conceptuelle avec une gravité quantique, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais générer la masse, et moi, je pense que c'est la masse, il n'y a pas d'autre masse. Maintenant, non, on peut débattre là-dessus. C'est un sujet qui reste ouvert. Je pense que la masse est un concept comme l'espace-temps maintenant, un concept qu'on peut concevoir comme un concept émergent, et tout se passe in fine localement. Et le fait que ça se passe localement, c'est ce qui permet de préserver la causalité. C'est fondamentalement relié à ces questions de symétrie jauge locale. Je n'ai pas une histoire complète là-dessus. C'est une question pertinente. Mais ça reste encore ouvert. Je vous dis, on cherche au CERN. Peut-être que l'antimatière tombe au lieu de... elle monte au lieu de tomber. On est en train de regarder ça au CERN. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a tout compris sur les brisures de symétrie. J'interroge à la prochaine séance, tout de suite. Moi j'ai une petite question. Tout ça, ça explique les masses, mais pourquoi le photon n'a pas de masse? Ça rentre bien dedans, ça colle? Oui, le fait que le photon n'a pas de masse, c'est vraiment une conséquence du mécanisme. C'est intégré dans le mécanisme de Higgs. Je vais vous montrer un petit peu une petite image, peut-être que je l'ai ici sur le photon. Ah tiens, ça c'est... Oula. Ça c'est c'est le t-shirt dans une formule un peu plus étendue. C'est la formule réduite. C'est ce qu'on cache aux étudiants en général. Et il y a un petit carton où il dit assis au moins 7 ici 5. Voilà un photon. Et en fait, ça vous montre un petit peu comment ça se passe au niveau des photons et des bosons. Les deux sont intégrés dans le mécanisme de Higgs. Il se trouve que le photon reste de masse nulle et le boson Z et W acquiert une masse. C'est pas qu'on a oublié le photon, il en fait partie. C'est pour ça qu'on parle d'une unification partielle de l'interaction électromagnétique qui est faible. Et en fait, le photon, vous le voyez ici, en fait, il a un mélange des champs fondamentaux. C'est pas le photon et le Z et le W. En fait, c'est ça ici. C'est ce qu'on appelle un champ B et les champs W. Ça, ce sont les champs de la théorie, les champs fondamentaux de la théorie. En fait, les champs physiques, ce sont des mélanges de ces champs fondamentaux de la théorie. Et ce mélange-là, il donne des bosons
massif avec l'absorption des atomes costons et un masse nulle. Mais vous voyez que le photon, c'est un mélange entre ce champ fondamental qu'on appelle le B et le champ W. Et le Z, l'espèce de photon massif, c'est un autre mélange entre le champ W et le champ de B. Ce sont vraiment des mélanges. Donc le photon est masse nulle, mais c'est lui aussi un mélange de champs fondamentaux. Et il émerge de masse nulle du mécanisme de Higgs. Ok. Bon, ben, tout va bien alors. Bon, si vous n'avez plus de questions, on va remercier Yves Sirois. Et... Comme d'habitude, je mettrai la présentation de M. Sirois avec le compte-rendu de cette conférence, et notre ami nous donnera aussi la référence pour la vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence, donc le mois prochain, le 9 octobre, où on parlera d'un sujet tout à fait différent, le bruit de fond cosmologique et les premiers résultats de la mission Planck par François Bouchet, responsable de HFI, donc de l'instrument principal. Bonne soirée, bon retour.